Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Salutations à tous et bienvenue à un nouvel épisode d'État d'homme. Merci de prendre du temps de votre journée pour écouter ce podcast, un podcast qui est dédié au bien-être des hommes. Merci infiniment pour tous les gens qui continuent à m'encourager, continuent à m'envoyer des mots d'encouragement, des commentaires constructifs ou quoi que ce soit. Merci infiniment. Votre support, j'apprécie énormément. Si c'est votre première fois sur cette plateforme, je vous invite déjà à aller vous abonner sur une des plateformes où est-ce que le podcast est diffusé, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou YouTube, et aussi de nous suivre sur les médias sociaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok, et État d'homme /podcast, État d'homme /podcast. Et si ce n'est pas votre première fois sur notre plateforme, je vous dis merci de continuer à nous supporter et re-bienvenue à un autre épisode d'État d'homme. Cette semaine, on va aller... ça a été un épisode un peu plus personnel. Dans les derniers épisodes, je donnais des avertissements disant que j'étais pas un spécialiste de la santé, que les conseils que je donnais, c'est plus par rapport à l'expérience que j'ai vécue et des recherches et quoi que ce soit. Mais je n'ai jamais vraiment parlé au complet de mon expérience. Justement, c'est quoi l'expérience que j'ai vécue qui fait en sorte que j'ai décidé de me lancer dans ce projet de santé mentale pour les hommes, de bien-être pour les hommes en général. Alors, cette semaine, on va parler de mon combat avec la dépression. Je vais aller un peu dans certains détails de ma vie. Je vais être vulnérable. Comme on a discuté, tout ce que on a discuté dans les épisodes précédents, je vais essayer de parler comment j'ai appliqué ça durant mon combat avec la dépression qui a duré, je vous dirais, environ une décennie. Des hauts et des bas, et des périodes qui étaient meilleures que d'autres. Mais enfin, on va regarder ça en général. Je vais faire un peu un retour dans mon enfance pour comme un peu mettre la table, pour voir exactement, pour expliquer un peu comment ça a débuté, parce que pendant mes recherches, pendant mes thérapies, j'ai fini par comprendre qu'il y a des traumas qui ont commencé dans ma jeunesse, mais tu sais pas tout le temps, tout de suite, quand ça arrive. Ça, c'est une des choses qu'on va regarder. Je vais vous parler aussi de l'élément déclencheur, comment ça a débuté, les événements, les séquences d'événements qui sont liés à ça, les effets que ça a eu sur ma vie, comment je me suis senti, comment je gérais ma vie pendant cette période-là, et aussi, je vais parler des méthodes que j'ai eues pour m'en sortir, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a aidé à vraiment me sortir de cette dépression. La dépression ne vient pas dans notre vie avec un avertissement. Ça ne nous envoie pas un courriel pour dire « Salut, je vais venir te voir dans 2 semaines et je vais rester pendant une période indéterminée. » La dépression te frappe soit après un événement tragique ou une situation qui est venue perturber ton quotidien, ou après de l'accumulation de plusieurs émotions refoulées, l'accumulation de sentiments non exprimés, l'accumulation de traumas non travaillés, non guéris. Alors, dans mon cas, c'était un peu ça. C'était de l'accumulation de choses qui, depuis des années, je gardais à l'intérieur et que je discutais pas avec personne. Je gardais tout pour moi parce que je voulais pas paraître mal, je voulais pas qu'on me juge, je voulais pas que les gens commencent à me dire mais qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça, t'es faible, quoi que ce soit. Je voulais juste pas me mettre vulnérable devant les gens parce que j'avais déjà une faible estime de moi-même, et malheureusement pendant cette période-là, je cherchais beaucoup l'acceptation des gens autour de moi, que ce soit des gens de ma famille ou de mon quotidien, mes amis.
leur opinion comptait beaucoup pour moi, plus que la mienne, plus que quand t'as pas confiance en toi ou pas d'estime de toi-même, mais tu cherches l'estime à travers les autres et non toi-même. C'était une période de temps où est-ce que vraiment, si tu me demandais est-ce que je m'aimais, si j'étais très honnête avec toi, je t'aurais dit non. Maintenant, ça a été une accumulation de choses qui est arrivée. Mais pour en arriver là, retournons un peu dans mon enfance pour faire un peu... pour mettre la table, on va dire. Début de mon enfance, on va dire les 8 premières années, pour moi, mon enfance était normale. Je vivais avec mes parents, frères, sœurs, ma grand-mère. On déménageait pas trop souvent. On avait déménagé quelques fois, mais tu sais, c'était toujours dans le même, dans le même arrondissement. Alors pour moi, tu sais, j'avais une vie normale. Là, il y avait rien de compliqué. Tout ça pour moi a changé au divorce de mes parents. Mes parents se sont divorcés, j'avais approximativement 8 ou 9 ans. Ma mère a quitté le foyer. J'ai eu le choix de rester avec mon père ou de partir avec elle. Avec mon attachement que j'avais pour le quartier et pour ma grand-mère, pour ceux qui ont une grand-mère chez eux, avec qui ils ont grandi très proche, vous savez à quel point vous êtes attaché à votre grand-mère. Moi, je l'étais beaucoup. Alors, je comprenais pas trop ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi ma mère partait. Alors, j'ai décidé de rester là parce que c'est ce que je connaissais, c'est ce que j'étais plus à l'aise. Ça me tentait pas de quitter ça et m'éloigner de mon père, de ma grand-mère, le quartier où j'habitais mes amis, frères et sœurs et tout ça. Alors, je suis resté avec mon père. De là, a commencé à vraiment... c'est là qu'a commencé une sorte de dynamique, une sorte de chimie bizarre qui s'installait à la maison parce que les choses étaient plus pareilles, évidemment. Moi, de mon jeune âge, je ne comprenais pas. Mais je regardais mon père parler avec mon grand frère et ma grande sœur, puis je voyais là qu'il y avait quelque chose de anormal qui se passait. Moi, on me protégeait, alors on me disait pas qu'est-ce qui se passait, mais tu sais, très jeune, tu peux déjà commencer à faire qui sortait un calcul dans ta tête pour voir que tu sais ça va pas bien, tu sais c'est pas tout le monde qui est heureux, papa est pas comme avant, puis tu sais c'était vraiment une dynamique vraiment ça avait changé complètement. Ma mère, j'avais quand même une bonne relation avec ma mère, mais comme j'ai dit, j'étais plus proche de ma grand-mère. Mes parents travaillaient beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille. On n'a jamais manqué de rien. Alors, tu sais, avec le salaire qu'ils faisaient, dans la carrière qu'ils avaient, ils ont réussi à nous donner quand même une vie confortable. Dans ce temps-là, lorsque le divorce est arrivé, ils avaient acheté une maison. Alors, tu sais, on était bien, ok. Je peux pas dire qu'on était dans la pauvreté puis que on souffrait là. Moi, je considère qu'on avait quand même une bonne vie jusqu'à ce que le divorce arrive. Alors, ma mère, ne pas avoir ma mère pendant un certain temps, parce que je pense les 6 premiers mois après la séparation, je la voyais pas. Je savais pas où est-ce qu'elle était. Puis, tu sais, le temps qu'elle s'installe, où est-ce qu'elle était, ma sœur, éventuellement, a quitté chez notre père et est allée la rejoindre. Pour moi, c'était juste étrange. Je lui parlais tous les jours au téléphone. Mais de pas avoir ma mère, malgré que j'étais plus proche avec ma grand-mère, c'était quand même étrange pour moi. Ça a quand même fait ça a fait un choc. Et voyant mon père aussi, qui n'était plus pareil, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Puis je pense que même mon frère, ma sœur, eux autres le vivaient aussi mal, le divorce. Alors, tu sais, c'était plus la chimie joyeuse qu'il y avait dans le foyer. Maintenant, je suis le plus jeune du mariage de mes parents, des enfants de mes frères et sœurs des deux mêmes parents. Et mon grand frère avec qui je suis le plus proche, on a 8 ans de différence. Qui veut dire que déjà là, la chimie qui change, eux autres qui vivent le divorce à leur façon, quand je parle aux autres, c'est mon frère et ma sœur, j'ai plus la même attention que j'avais d'eux, c'est plus aussi harmonieux à la maison. Alors je me suis comme un peu retrouvé seul en tant qu'enfant. Oui, j'avais mes amis dans le quartier, mais mes parents étaient quand même assez stricts sur, tu sais, le nombre de temps que je peux passer dehors. Fait que oui, je pouvais sortir une fois de temps en temps avec mes amis, mais après ça, je rentrais à la maison.
Puis normalement, c'est soit que j'étais avec ma mère ou tu sais, je passais du temps avec ma grand-mère ou mes frères et sœurs, mais là, tu vois que tout avait changé depuis la séparation. Fait que c'était un peu un moment où est-ce que j'étais seul, alors j'apprenais à jouer tout seul. Soit je jouais avec mes bonhommes de lutte, fanatiques de lutte que je suis, ou le hockey. J'étais un grand amateur de hockey aussi. Alors, je collectionnais des cartes, je jouais même au hockey avec eux, ou sinon j'avais une sorte de jeu de hockey. Alors, j'étais vraiment laissé à seul à certains moments, puis j'essaie d'observer tout ce qui se passait. Fait que j'essaie d'avoir l'attention des gens des fois, mais tu voyais que c'était pas toujours bien reçu dû au fait que, tu sais, il vivait à travers des situations. Mon père, le divorce avait beaucoup affecté. Les finances avaient affecté, la famille avait été affectée financièrement dû à cette séparation-là. Et éventuellement, on a dû se débarrasser de la maison et déménager en appartement. Fait que tous ces changements-là venaient faire en sorte que c'était vraiment, pour moi, j'étais plus jeune, right? Fait que j'étais là et je regardais et j'essayais de comprendre. Puis je me sentais seul, je peux dire. Tu sais, oui, des fois, je peux jouer avec mes amis. Quand j'allais à l'école, je jouais avec mes amis. Mais quand je rentrais à la maison, j'étais juste comme, wow, ok, c'est plus la même chose. C'est vraiment plus la même chose. Éventuellement, j'ai vu ma mère une journée, j'avais oublié mes clés dehors. Fait que j'ai appelé ma mère, elle est venue me chercher. Elle a envoyé quelqu'un venir me chercher. Et à partir de là, une fois de temps en temps, j'allais la voir les fins de semaine. Mais même là, quelques années après, j'ai eu un petit frère, mais même là, et ma sœur était là-bas, mais elle travaillait aussi. On a 11 ans de différence. Fait que c'était vraiment, j'étais là, puis j'essaie de revoir cette vie harmonieuse qu'on avait dans la maison, mais c'est pas vraiment la même chose, puis je le sentais. Alors, grandissant, ça c'est resté un peu comme ça. J'ai eu d'autres de mes frères et de mes sœurs qui sont sortis d'Haïti, qui sont venus dans la maison. Fait que là, c'est des nouvelles connexions que je dois faire. Oui, c'est mes frères et sœurs. Je les ai pas connus les 10 premières années de ma vie. Je pense qu'ils sont venus quand j'avais comme environ 10 ans. Fait que là, je dois apprendre à les connaître. Fait qu'à un moment donné, oui, il y avait des gens qui sont venus d'Haïti dans la maison, ou d'autres personnes. Fait que, mais je suis le plus jeune. Alors, t'as pas la même connexion avec des gens plus vieux. Fait que tu sais, c'est la famille, oui, tu peux leur parler, mais c'est pas la même chose quand, tu sais, toute la famille était vraiment unie. Alors, pour moi, ça m'avait affecté dans ce sens-là parce que je me sentais seul dans une maison pleine de personnes, si ça fait du sens. Parce que chaque personne gérait leurs affaires, ceux qui essaient de s'intégrer dans le pays, mon père qui travaillait tout le temps, et tu voyais que mon père était beaucoup dans ses pensées aussi, à essayer de gérer comment continuer à souvenir aux besoins de la famille. Ma mère était quelqu'un de très strict aussi, fait que des fois c'était, quand j'allais là-bas, mais c'était un peu comme, le samedi, le ménage et quoi que ce soit. Chez mon père, c'était l'église le dimanche. Alors, tout ça, c'est toutes des choses que j'ai fini par comprendre que, tu sais, dans le temps, tu dis c'est normal, mais tu sais, c'est un peu compliqué pour toi à l'exprimer au plus vieux, mais t'es le plus jeune, fait que tu fais ton respect, tu respectes les plus vieux, puis t'as pas vraiment le droit de parole, mais c'est comme ça. Alors, ça, c'est la base des choses en grandissant. Et étant quelqu'un avec le teint très foncé, une des choses qui m'a beaucoup affecté en grandissant et que je parlais pas vraiment aussi, c'est toutes les insultes que j'ai reçues par rapport à mon teint. J'ai reçu des insultes racistes de la part des gens blancs dans le quartier ou de d'autres nationalités blanches, mais toutes les nationalités blanches, et même les gens de ma nationalité, de ma famille, m'insultaient sur mon teint. Alors, pendant très longtemps, mon teint que j'aime tellement maintenant, qui est ma fierté, mais grandissant, c'était dur. C'était dur être un noir avec le teint foncé. On traitait de toutes sortes de mots, de charbon et tous les termes que tu peux penser. Et ça a duré pendant longtemps.
Fait que ça faisait en sorte que j'étais pas bien dans ma peau. J'aimais pas mon teint. Pour moi, c'est comme si j'avais un problème. Fait que j'essaie de trouver des excuses en disant que, mais quand en grandissant, j'avais de l'eczéma, fait que ça brûlait ma peau, fait que le soleil et le froid brûlent ma peau. Je sais plus c'est quoi les excuses bizarres que je trouvais. Mais c'était vraiment comme, wow, tu rentres à la maison, tu te sens seul, tu sors, on te niaise pour ton teint. Ça a été dur sur plusieurs points pendant longtemps, dans mes débuts 10, 11, 12 ans. Peut-être même un peu plus jeune. Fait que ça a vraiment brisé mon estime de moi pendant longtemps. Fait que là, t'es un homme, tu veux pas montrer ça. Parce que comme je l'ai dit, comme on le sait dans cette société, t'es un homme, dès le jeune âge, on te dit, un homme, ça pleure pas, c'est fort, c'est quasiment sans émotion, c'est stoïque. Mais moi, ça me faisait mal. Fait que les gens de ma famille, les gens proches que j'aimais, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui aime très fort, surtout mes gens proches. Mais quand des gens comme ça me lancent des insultes, mais ça faisait mal. J'ai mangé des insultes de la part des gens très proches de la famille, des cousins, cousines, des grandes tantes. Et ensuite, tu vas à l'école puis tu reçois du racisme et tu reçois des insultes d'amis de ta nationalité aussi. Fait ça a été quelque chose qui a vraiment brisé l'estime de moi. Fait qu'en grandissant, j'aimais pas mon teint. J'étais pas bien dans ma peau. Je me sentais pas beau. Fait que c'est toutes des choses que tu commences très jeune et tu grandis avec ça. Et le plus que tu grandis, le plus que ça devient difficile à gérer. Malgré cela, j'ai quand même eu des gens avec qui j'ai eu des bonnes amitiés, que j'ai passé du bon temps. Fait que des fois, ça m'aidait à oublier ma solitude à la maison. Ça m'aidait à oublier les insultes que je recevais. Et moi, j'étais très facile j'étais très sociable en même temps. Autant que je pouvais être gêné dans des situations, mais tu sais, quand ça cliquait avec une personne, mais ça cliquait, puis on devenait des bons amis. Fait que j'ai quand même, je repense au secondaire 1 et 2 étaient un peu durs, mais à partir de 3, 4, 5, j'ai eu des super belles amitiés que j'ai jusqu'à présent, et des gens qui me jugeaient pas pour mon teint de peau, comment j'étais ou quoi que ce soit. Et ça m'a fait du bien. Mais malgré ça, c'était pas assez pour me donner une estime de moi-même, pour m'aimer, on va dire. C'était vraiment encore compliqué. Mais j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont vraiment aidé à vivre puis oublier ces douleurs sentimentales-là que j'avais à l'intérieur de moi. Fait que ça a été... c'est comme une base que je vous donne sur qu'est-ce qui a brisé mon estime. Ce que j'ai peut-être oublié de dire aussi, c'est que au début, quand mes parents s'étaient séparés, quand je vous disais que mon père parlait souvent à mon frère et à ma soeur par rapport à la situation, puis moi, on me protégeait, j'étais plus jeune. Mais dans ma tête, c'était comme aussi un rejet. Parce que, pourquoi tu parles à eux, mais pas à moi? Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais parlé à mon père. Mais jusqu'à présent, je suis comme, maintenant j'ai grandi, j'ai compris des choses. Mais dans le temps, j'ai compris qu'ils essaient de me protéger, mais pendant une période de temps, j'étais comme, mais pourquoi moi on me parle pas? C'est comme si, pour moi, on s'en foutait de moi. Fait qu'il y a eu plusieurs petites situations où est-ce que moi, j'étais comme, mais, et moi, dans tout ça, c'est comme si, mais toi t'es jeune, ça dérange pas. Tu sais, juste, va à l'école, puis apprends, puis tout ça. Fait que c'était très difficile à digérer, le divorce. Puis vous allez comprendre un peu plus tard, quand je vais rentrer dans la période de thérapie, comment j'ai réalisé à quel point que le divorce m'a affecté. Maintenant, rentrons dans l'élément déclencheur de ma dépression. On avance quelques années plus tard. Je suis rendu, si je me trompe pas, début ou mi-vingtaine. Et fini mon premier DEC. J'avais pas assez travaillé sur mon portfolio pour aller à l'université. Alors, je m'étais inscrit pour un AEC de 16 mois dans un programme.
c'est un programme enseignement et gestion de plateau de télévision que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans le temps. J'aimais beaucoup filmer, j'aimais beaucoup faire des montages vidéo et tout ça. Alors, je voulais rentrer dans le monde télévisuel. Ça a été un raccourci pas que je peux dire que je regrette, mais que j'aurais voulu ne pas faire. J'aurais préféré travailler sur mon portfolio, puis au pire, m'inscrire plus tard à l'université. Mais disons que pour moi, je considère ça maintenant une perte de temps. J'ai rencontré des gens super pendant ce 16 mois-là, mais disons que ça n'a rien amené. Mais juste avant que je termine ce AEC-là, ma grand-mère, que je vous ai dit, avec qui j'étais super proche, avait une santé qui se détériorait au point où est-ce qu'en 2006, elle est décédée. Et je peux vous dire que ma grand-mère était le roc de notre famille. Moi, j'étais le petit bébé gâté. Jusqu'à présent, les gens vont vous le dire. J'ai grandi avec elle. C'est elle qui m'a appris la langue de notre pays, le créole. Elle prenait soin de moi, elle a pris soin de moi du début jusqu'à la fin. J'avais 22 ans et jusqu'à son dernier souffle, elle prenait soin de moi encore. C'est une madame que j'aimais énormément, j'étais beaucoup attaché à elle, mais la vie fait en sorte que on doit mourir, on doit quitter ce monde à un moment donné, c'était rendu son heure. Et je peux vous dire que ça a eu un grand impact dans ma vie, dans la vie de mon père et de la famille proche qui habitait dans la maison. C'était, comment dirais-je, c'était la première fois que je vivais un deuil si proche. On avait des membres de la famille ou des gens qu'on connaissait qui avaient passé à l'au-delà, mais pour que quelqu'un d'aussi proche décède, j'étais pas prêt. Au début, oui, j'étais fort pour mon père parce que j'ai vu mon père pleurer, j'ai vu mon père, son monde s'écrouler, c'était sa mère. Mais pour moi, ma grand-mère était vraiment la pièce qui me gardait bien, qui prenait soin de moi, et malgré la solitude des fois, mais au moins je pouvais compter sur elle. J'ai pas de mots pour exprimer ce que ma grand-mère représentait pour moi. Et à ce moment-là, j'avais pas encore fini mon AEC, fait que j'ai dû prendre un arrêt de quelques temps, le temps de passer à travers le deuil, les funérailles et tout ça, et c'était vraiment une période qui était extrêmement dure pour toute la famille. Pendant ce temps-là, je vivais des problèmes financiers aussi. J'avais commencé à accumuler des dettes, les dettes de l'AEC, parce que c'était un prêt bourse que j'avais pris. Mais plus un prêt, il n'y avait pas de bourse du tout. Mais fait que les problèmes financiers commençaient à avancer. La dynamique à la maison avait changé aussi un peu avec mon père. Et ça l'avait affecté. Fait que c'est sûr que on était deux personnes affectées par le décès de ma grand-mère. Fait que c'est elle qui faisait à manger et tout ça. Fait que là, on a dû apprendre à se débrouiller pendant toute cette période-là. Elle aidait mon père à la maison. Fait que là, maintenant, c'est moi qui devais prendre un peu plus de responsabilité à la maison, mais je faisais pas plus d'argent que ça. Fait que ça a mis une drôle de dynamique. Fait que ça a amené des problèmes financiers que j'avais déjà. Ça a empiré les problèmes financiers que j'avais déjà. Et maintenant, je vis ça. J'essaie de m'adapter à la vie sans ma grand-mère. Et c'est dur. Et là, je dois continuer mon AEC que je termine, je crois, en mai 2007. Et de mai 2007, je finis mon AEC et je suis incapable de trouver un emploi dans mon domaine.
Fait que moi, dans ma tête, là, je terminais, puis très rapidement, j'allais trouver un emploi, puis j'allais rentrer dans le domaine. Mais c'était quasiment impossible. C'est soit que que je prenais une job d'assistant en production qui était techniquement l'esclave comment on appelle ça, là, du plateau de cinéma ou quoi que ce soit, là, de ce que j'avais compris dans le temps. J'avais pas trouvé, mais je faisais des job-ins de centre d'appel. Maintenant, les centres d'appel, dans le temps, c'était un emploi qui payait bien, qui était le fun, mais qui était extrêmement exigeant mentalement. J'ai travaillé pour une compagnie de télécommunications dans le département des collections. Alors, disons que c'était 40 heures à parler ou à recevoir des appels de clients mécontents pour la grande majorité, car leur appareil était déconnecté. Ils avaient un montant qu'ils devaient payer et moi je devais travailler pour récolter ce montant-là. Et disons que faire ça pendant 8 heures par jour, c'est très demandant, très épuisant. Et quand tu combines avec ça le trajet du matin, le trafic, ça épuise énormément. Alors moi, je vis encore avec le deuil de ma grand-mère. C'était encore la première année. Fait que c'était encore un peu dur. Mes finances que j'essaie de stabiliser. La chimie avec mon père que j'essaie de rétablir un peu à la maison. Et maintenant, cet emploi qui est juste... C'était juste pénible. C'était pénible. Et pendant ce temps, une chose de plus se rajoute. Je tombe dans une rupture amoureuse qui m'a beaucoup affecté. Alors là, j'étais en relation, ça a vraiment pas fonctionné, ça a été une catastrophe, c'était vraiment dur et finalement, ça a été, la relation a pris fin et je peux vous dire que j'ai combiné tout ça pendant des mois et j'étais juste... Tu sais, tu arrives à un point où tu te regardes puis tu te dis, il n'y a rien qui fonctionne dans ta vie. Tu détestes ton emploi. Tu n'arrives pas à gérer tes finances. Tu as perdu la personne qui valait extrêmement cher pour toi. Et là, tu es juste là dans ton quotidien, jour après jour. Et ça, c'est sans compter tout ce que j'ai gardé à l'intérieur de moi pendant des années. La faible estime de moi-même, le manque de confiance, et éventuellement, ça a juste éclaté et j'étais rendu à un point où est-ce que j'étais misérable jour après jour. Maintenant, imaginez une vie où est-ce que déjà vous étiez mécontent de votre emploi, mécontent de votre situation financière, vous passiez à travers des moments difficiles dans vos relations, et maintenant, une dépression qui vient s'ajouter à tout ça, où est-ce que il n'y a rien qui peut vous donner une bonne humeur, qui peut vous rendre heureux. Vous vous levez, vous êtes triste, vous n'avez pas le goût de vous lever. Se lever, là, c'était une des choses les plus pénibles à chaque matin. Il y a des moments où est-ce que je pouvais pleurer pour n'importe quoi. Mes pensées étaient à 100 000 à l'heure. Je pensais trop. J'étais toujours perdu dans mes pensées. Je calculais, je mettais tout en doute, encore plus que avant. Déjà, quand tu es quelqu'un qui a une faible estime, tu doutes, tu as peur de l'échec, tu as peur de prendre des risques parce que tu as peur du ridicule, tu as peur de te faire juger, mais quand dans la dépression, là, non seulement tu vois noir et tout est vraiment comme décourageant, tout demande un effort à faire, tout te demande un effort à faire, mais encore là, tu penses 2 fois plus. Alors moi, j'étais quelqu'un qui surpensait déjà trop, et là, pendant cette période-là, là, n'importe quelle petite affaire, je surpensais, j'évaluais qu'est-ce que les gens allaient penser, qu'est-ce que les gens allaient dire. Mais pendant tout ce temps-là, je veux pas montrer
à mon entourage, surtout à ma famille, je veux pas leur montrer que je passe à travers ça. Je veux pas leur montrer que je pleure n'importe quand. Je veux pas leur montrer que je suis toujours d'une humeur maussade. Je veux pas leur montrer ça parce que je veux pas avoir à répondre à leurs questionnements parce que je sais quelle sorte de réponse que je vais avoir. Je sais que je vais avoir la réponse que ah ben là t'as rien à te plaindre, t'as rien à ci, t'as rien à ça. Et c'est possible que soit en parlant à un de mes frères, à ma sœur, j'aurais eu peut-être un peu plus d'encouragement, mais dans ma tête, je m'étais mis que ils vont pas m'aider. Ils vont vouloir me juger, ils vont vouloir me dire, ben là, t'as rien à te plaindre, blablabla, t'as pas de responsabilité comme nous on a ou quoi que ce soit. Fait que je m'étais déjà mis cette barrière-là que je peux pas aller leur parler. Parce que je vais me faire juger et ça va juste me faire me sentir encore plus mal. Pas parler à mon père, pas parler à ma mère de ça. On sait la mentalité des parents issus d'immigration, les parents haïtiens, les parents noirs, comment ils perçoivent ce style d'émotion-là, de dépression, quoi que ce soit. Alors j'ai juste mis un masque. Tous les jours, je sortais. J'essayais de faire paraître le moins possible mes états d'âme. Des fois, j'étais au travail, je devais aller prendre une marche. Puis m'éloigner, juste pour reprendre mes sens, si je devais pleurer ou si je devais crier ou laisser passer une frustration. Ou sinon, j'étais juste devant mon bureau, puis c'est juste comme... Bon, je vais juste attendre que mon chiffre finisse. J'interagissais avec des gens, mais tu sais, des fois, les gens me parlaient, je les répondais, mais j'étais pas toute là parce que j'étais dans mes pensées. Je pensais à comment régler telle situation financière. Je pensais à la rupture. Est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse revenir avec mon ex-copine? Est-ce que les choses vont s'arranger? Tu sais, il y a plein de questions. Et ensuite, l'emploi que je vous disais que j'occupais, où est-ce que je me faisais insulter, je me faisais crier dessus pendant 8 heures de temps. C'était vraiment difficile. Il y a des journées, je rentrais à la maison, je rentrais dans ma chambre et je me mettais en boule dans le noir pendant des heures et je faisais juste rester là. Je voulais rien faire. C'est une période de temps où est-ce que, comment dirais-je, j'avais aucune envie de faire quoi que ce soit. Il y a des choses que je faisais par obligation. Aller travailler, j'ai des factures, j'avais des factures à payer, je devais aller travailler. Je participais à des parties de famille juste pour pas qu'on se pose trop de questions ou qu'on me questionne pourquoi tu viens pas ou quoi que ce soit. En fait, il y a des obligations que j'avais, il y a des choses que je faisais pour éviter qu'on me questionne, qu'on réalise mon état. Mais dès que j'avais la chance, j'étais dans ma chambre, je m'enfermais et je faisais des choses qui me permettaient d'échapper. Je faisais de l'évitement. Que ce soit jouer à des jeux vidéo, que ce soit sombrer dans la pornographie, que ce soit juste dormir ou manger. La nourriture, j'étais quelqu'un qui mangeait mes émotions parce que je me commandais de la bouffe juste pour me faire plaisir. Parce que toute chose que je pouvais faire pour éviter à penser à tout ce qui me faisait me sentir tel que je me sentais, ben, je le faisais. Qui veut dire que pendant cette période-là, j'avais aucune motivation pour le travail. J'ai demandé un arrêt de travail. À un moment donné, j'ai été chez le médecin, j'ai dit, mais voici comment je me sens, je pleure pour rien. J'ai pas décidé suicidaire, mais tu sais, j'ai juste aucune envie de me lever pour aller travailler. Le travail semble pénible. Toutes les petites tâches que je dois faire me semblent lourdes. Le médecin m'a donné un papier pour l'arrêt de travail. Je donne ce papier-là à mon employeur. Mon employeur fait évaluer ça par leur médecin à eux, selon ce qu'ils me disent. Tout ça pour me dire qu'ils n'acceptent pas l'arrêt de travail. Qui veut dire que mon médecin m'a mis l'arrêt de travail, j'étais en arrêt de travail, mais mon employeur me dit que mes assurances n'allaient pas me payer. Vous pouvez imaginer que ça amplifiait les problèmes financiers que j'avais.
qui ajoutait plus de stress, qui me faisait penser encore plus. Et vraiment, j'étais rendu à un point où j'étais comme, mais il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu deviens à un moment donné où est-ce que tu te dis, mais il n'y a aucune lumière au bout du tunnel, il n'y a rien que je suis capable de faire. Je vaux rien, ma vie vaut rien. Pourquoi suis-je encore vivant? Maintenant, je suis une personne qui a grandi dans une famille chrétienne. Mon père m'a élevé en allant à l'église les dimanches. Oui, pendant mon adolescence, j'avais laissé, mais j'étais quelqu'un qui, quand même, il y avait une certaine croyance à cette époque. Même si je ne pratiquais pas, même si j'allais pas à l'église, j'avais une croyance. Et j'étais rendu à un point où est-ce que j'étais tellement découragé, j'étais Seigneur, mais pourquoi je suis vivant? À quoi je sers? Je suis pas capable, j'ai aucune valeur dans ce monde. Pourquoi tu viens pas juste me chercher? J'étais en vie, mais j'avais aucune ambition. Je faisais juste les choses par habitude. Mais j'avais aucune ambition, aucune vision. J'avais aucune intention non plus d'essayer de chercher une vision ou chercher à accomplir quelque chose. J'étais convaincu que n'importe quoi que j'allais faire allait échouer. Et le fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec la mentalité que si je mets fin à ma vie, je vais à l'enfer. Alors, je crois que c'est cette pensée-là qui a fait en sorte que j'ai jamais plus évalué l'option du suicide que ça. Mais j'ai eu des pensées où est-ce que je me suis dit, mais tu sais quoi, tu sais, peut-être que ce serait pas si pire si à un moment donné, ben, je prends mon auto, puis je m'en vais dans un endroit loin, puis, tu sais, je fais une vidéo, écris une lettre à certains de mes proches, de ma famille et tout, puis, par le temps qu'ils reçoivent cette lettre ou cette vidéo des mois qui leur dit que, tu sais, je les aime, mais que, tu sais, ma vie était rendue à un point où que blablabla, je voulais mettre fin à ma vie, quoi que ce soit, mais le temps que ils réalisent ça puis qu'ils me cherchent, mais je passe à l'acte. Je m'étais fait un scénario dans ma tête. Mais ce scénario-là, j'avais jamais le courage de même penser à passer à l'acte. Fait que ce scénario que je me suis fait dans ma tête, parce que j'étais rendu à un point où je me disais, je pourrais mourir maintenant, puis je pense pas qu'il y a une personne qui aurait regretté mon départ. Ça, c'est le style de pensée qui te vient en tête quand t'es dépressif. Tu vaux rien. T'es pas capable de rien accomplir. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est de ta faute. Tu es responsable de ton malheur parce que, ben, regarde, tu échoues à tout ce que tu fais. Maintenant, regardant tout ça, regardant tout ça maintenant, je peux comprendre maintenant avec la maturité que j'ai et avoir passé à travers cela qu'il y a des gens autour de moi qui peut-être passaient à travers la même chose, mais ils étaient capables de mieux le gérer. Alors que moi, j'étais incapable. J'étais juste incapable. Alors je regardais tout le monde autour de moi, j'étais comme tout le monde est capable de vivre, tout le monde est capable de réussir à faire quoi que ce soit, avoir une certaine économie, avoir une belle vie. Il y a juste moi qui est incapable. Et cette pensée-là, c'était toujours, ben c'est moi le problème. Une rupture amoureuse, mes problèmes financiers, une bad luck qui arrive au travail, même si je vivais de l'injustice ou quoi que ce soit, mais je mettais toujours la faute sur moi. Ça revient toujours sur moi. Oui, il y a des choses que c'était ma faute, il y en a d'autres que non, mais le manque de confiance en moi faisait en sorte que je me blâmais plus que je le devais. Maintenant, pendant cette période-là, ça c'était ma période au cégep. J'avais un cercle d'amis, j'en ai parlé dans une de mes épisodes précédentes. J'avais un cercle d'amis où est-ce que j'ai essayé de parler. Oui, il y a des gens à qui je pouvais parler. Il y a des membres de cette clique d'amis-là avec qui je parlais. Mais en général, ceux avec qui j'étais vraiment proche, quand j'essayais de parler, sur le coup, c'était comme, ils écoutaient, puis ça devenait en blague, puis on riait, puis j'avais comme l'impression qu'on m'écoutait, mais très rapidement, ça devenait une blague sur moi. Alors, on
finissait par minimiser ce que je vivais, puis j'étais rendu comme un running gag. Il y a des choses qui ont été utilisées pour me niaiser. Et c'est normal dans le sens que on était des jeunes hommes, on n'avait pas assez de maturité, fait que c'était ça. C'était peut-être le mécanisme de défense de chaque personne, de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir montrer un côté un peu plus émotif. Fait qu'on tournait ça en blague. Et je riais avec eux parce que je voulais pas montrer que j'étais blessé. Alors j'ai juste embarqué dans le jeu. Et même lorsque d'autres personnes de ce groupe-là passaient à travers quelque chose, ben je participais à qu'on riait de cette personne-là aussi. Parce que en même temps, ça enlevait un peu de le focus sur moi. Mais c'est parce que je voulais embarquer puis je voulais faire partie du groupe. Même si, des fois, il y a des situations que j'étais comme, oh, on devrait pas rire de ça. Puis je voudrais parler à la personne, mais j'étais comme, mais non, ça, je vais paraître faible. Fait que, tu sais, tous les autres, c'est comme ça qu'on a réagi quand moi j'ai essayé de parler. Fait que c'est normal. Ce qui veut dire qu'on était à l'âge où est-ce que, tu sais, on cachait beaucoup plus nos émotions. On voulait pas montrer que ça arrive. Toutes les gars de ce groupe-là, mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que cet environnement-là était toxique pour moi parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de parler. J'étais dans une période où j'avais besoin de me confier puis de me vider, puis j'étais encore dans cette période-là où non, je voulais pas vraiment aller en thérapie. Fait que je voulais me retourner vers mes amis, chercher encore l'acceptation des gens continuellement parce que j'avais encore pas confiance ni d'estime de moi-même. Mais au fur et à mesure que les blagues revenaient, ça faisait de plus en plus mal. Maintenant, il y a eu un moment où il y a une autre de mes amies que je me suis réveillé un matin, puis je l'ai texté, puis comme je faisais souvent avec elle, ben je me vidais le cœur. Je commençais à texter, puis je disais mon état d'âme et quoi que ce soit. Et elle aussi, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne. La seule réponse qu'elle m'a dit, c'est dimanche, on va à l'église. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi. La première réaction que j'ai eue, je suis parti à pleurer. J'ai lu la réponse, malgré tout ce que je venais d'exprimer, c'est la seule chose qu'elle m'a dit, et je suis juste parti à pleurer. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça que j'ai besoin. Peut-être que le Dieu que mon père m'a appris à prier quand j'étais jeune, peut-être c'est là. Fait que pour moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans la religion, comme j'ai dit, la religion chrétienne, et j'ai le premier pas vers la guérison que je peux dire que j'ai fait, c'est le retour à l'église. Là, je parle pour moi. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut écouter ce podcast-là, qui est chrétien ou qui croit en Dieu ou quoi que ce soit. Fait que je parle de mon expérience, mais je veux que vous compreniez que les étapes que je vais expliquer présentement qui vont m'aider à me sortir de la dépression, ça peut marcher pour moi, mais ça peut ne pas marcher pour quelqu'un d'autre, mais en même temps, cette étape-là n'a pas été la seule. Alors, continuez à suivre l'histoire, vous allez comprendre que ça a été la première étape. Ça a été étape 1. Où est-ce que j'ai commencé à retourner à l'église et ça a fait du bien. Mais encore là, il me manquait de quoi. J'ai rencontré du beau monde, oui, ça faisait un changement. Et j'ai commencé à reprendre goût à cette relation-là avec Dieu que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, quand tout allait bien avant le divorce. Puis, graduellement, j'ai commencé à voir que, ok, fait que ma vie est pas si pire. Les choses peuvent changer. Mais comme j'ai dit, ça n'a pas été instantané que tout a changé à partir de là. Il y a d'autres étapes. Première étape, je commençais à retourner à l'église
Mais j'avais encore des hauts et des bas. J'avais encore des hauts et des bas parce que je pensais encore, il y avait des situations qui n'avaient pas encore changé, comme mes finances et la situation à la maison avec mon père. Alors je voulais savoir c'est quoi la prochaine étape, comment je peux continuer à aller mieux pour pouvoir avancer, à régler tous les problèmes que j'avais. J'étais encore dans le centre d'appel, je faisais encore les centres d'appel, ce qui était pas mieux. Et là, j'ai eu un moment encore où est-ce que j'étais vraiment, vraiment down. J'étais vraiment triste. Et j'ai commencé à texter. Il était minuit, presque 1h du matin. J'ai commencé à texter des gens. Et ça, je l'ai raconté je pense, dans l'épisode de vulnérabilité. J'ai eu mes amis, il m'a répondu, on est allé prendre un café, Tim Hortons, whatever, jusqu'à 4h du matin. Et là, à partir de là, j'ai appris à être vulnérable. Mais j'ai appris à choisir les gens avec qui je suis vulnérable. J'ai appris OK, j'avais un groupe d'amis avec qui je me confiais. Ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que je peux pas parler à personne. Parce que j'ai essayé de parler, et quand j'essaie de parler, on tournait ça en blague, ou on me disait juste, carrément, arrête de dire ça, fais un homme de toi. Et quand on m'avait dit ça, fais un homme de toi, ma réponse de ma tête, c'est comme, c'est ça que j'essaie de faire, mais je suis pas capable. Parce que moi, la vision d'un homme que j'ai eue depuis que je suis jeune, c'est ne pas avoir d'émotion. C'est d'être capable de rester fort, de prendre des coups, d'en redonner s'il le faut, mais de gérer tout ce que tu as à gérer, puis le faire sans te plaindre. Mais là, je suis en dépression parce que j'ai un débalancement biologique et mes pensées surabondent, j'arrive pas à les contrôler. Mes émotions me contrôlent. Et je peux pas, j'arrive pas à faire ce que les hommes font. Fait que pendant cette période-là, je me sentais pas viril, je me sentais moins qu'un homme parce que justement, l'émotion, c'est quoi? Une émotion, on dit que c'est pour les femmes. Alors pendant cette période-là, non seulement, tu sais, t'es un homme qui a pas confiance en lui, mais là, tu es en train de dire, pourquoi j'ai toutes ces émotions-là? Pourquoi je suis faible comme ça? Parce que c'est ce que je me disais. Je suis faible. J'ai des émotions qui me contrôlent. Je pleure. Je suis triste. J'arrive pas à reprendre le contrôle de ma vie. Je suis faible. Alors, être vulnérable, avoir été vulnérable avec cet ami, non seulement on a repris notre amitié au niveau ce qui était, on s'était distancé pendant une période de temps parce que il y avait une distance qui était partie étudier ailleurs. Mais maintenant, le fait que j'ai reconnecté avec lui à un niveau plus proche, j'ai pu avoir quelqu'un avec qui parler, échanger, qui me donnait des conseils un peu plus sérieux, beaucoup plus matures. Et aussi, j'étais rendu à un stade où est-ce que oui, j'étais retourné à l'église, mais l'église où est-ce que j'étais, sans dire que j'avais atteint mon summum là-bas, que il n'y avait plus rien, j'avais besoin de plus spirituellement. Alors, mon ami a commencé à m'inviter à son église, mais j'avais toutes les excuses au monde pour pas y aller. J'ai pas de pantalon, je m'habille, j'ai pas les habits propres, je travaille, ou X, Y, Z. J'avais tous les excuses au monde, mais il m'a pas lâché jusqu'au moment où est-ce que j'ai dit, OK, je vais commencer à y aller une fois de temps en temps, je vais voir. Il y a eu un groupe de jeunes adultes, pour jeunes adultes, qui a été créé les jeudis soirs. Et éventuellement, j'ai été là, j'ai rencontré du nouveau monde, et c'était vraiment, ça faisait du bien. De rencontrer du nouveau monde qui te jugeait pas, qui t'acceptait comme tu étais, puis avec qui je pouvais être moi-même, puis m'ouvrir. Puis tu sais, je me suis pas ouvert tout de suite, mais juste avec qui j'avais déjà une bonne chimie, puis que je m'entendais super bien. Oui, j'avais encore mon masque dans le temps, parce que j'avais encore des hauts et des bas de ma dépression, parce que j'étais pas complètement guéri à cette époque-là. J'ai passé encore à travers relation sur relation, parce que
je rencontrais quelqu'un, ça marchait bien, puis on dirait qu'à un moment donné, je me mettais une pression pour pas que la personne voie mon manque de confiance ou le fait que je me sens pas viril, que je m'aime pas, mais tu sais, c'est des choses que tu peux cacher pendant un certain temps. Ou je me mettais en relation avec des gens qui étaient aussi brisés que moi à cette période-là. Mais une chose qui revenait tout le temps, c'est que dès que ça prenait fin, je me blâmais. Fait que j'étais encore dans une période mentalement où est-ce que ça allait pas, mais le fait que j'avais commencé à rencontrer du nouveau monde, puis j'étais pas toujours dans mon autre cercle d'amis où est-ce qu'on me niaisait, ou que c'était toujours des blagues ou quoi que ce soit, que je pouvais pas... Techniquement, je pouvais pas être moi-même pendant un certain temps. Oui, il y a des moments où est-ce que je pouvais... Je pense avec ce groupe d'amis-là, je pouvais avoir des moments d'évitement où est-ce que j'avais des problèmes à régler, mais tu sais, on était là, on s'amusait, on buvait, on faisait du bon temps ensemble. Fait que ça m'aidait à oublier tout ce qui se passait dans ma vie. Mais après ça, dès que je retournais chez moi, j'étais à moi-même. Fait que je guérissais pas dans ce cercle-là. Et je cachais mes émotions parce que je voulais pas que ça revienne, que ça se retourne contre moi puis que c'est utilisé en blague. En retournant, en allant à l'église que mon ami m'a invité, j'ai rencontré du monde qui éventuellement, j'ai créé des liens d'amitié, puis on a commencé à parler de sujets, puis on a commencé à bâtir une amitié où est-ce que j'ai pu commencer à m'ouvrir un peu plus. Fait que les gens commençaient à me connaître, puis quand ça allait pas, je pouvais parler. Je rentrais pas dans les détails nécessairement, mais j'étais capable de m'exprimer sans jugement, puis ça faisait du bien. Puis éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon groupe d'amis avec qui j'étais proche, mais que je grandissais pas dedans, pour de vrai, jusqu'à présent, j'y repense. Puis c'est vraiment une situation où est-ce que, pour moi, c'est Dieu qui a fait en sorte que, non, c'est le temps que je te sorte de ce groupe d'amis-là. Il y a une chicane qui a commencé sur le groupe de conversation qu'on avait sur WhatsApp. Et vraiment, j'ai pas compris comment c'est arrivé. Oui, j'avais dit quelque chose qu'une personne était offusquée, mais c'était tellement un groupe d'amis où on se lançait tellement des insultes. Tu sais, les couteaux volaient régulièrement bas. Fait que pour que ça crée la zizanie que ça avait créé, pour moi, j'ai juste éclaté. Comme j'ai jamais éclaté, j'ai commencé à lancer des insultes dans le groupe de conversation et j'ai quitté le groupe et ça a été ma fin avec ce groupe d'amis-là. Maintenant, sur le coup, j'avais une rage. Mais après, j'ai commencé à penser, puis j'ai fait, tu sais, j'aime pas avoir ce sentiment-là. Tu sais, malgré tout ce qui est arrivé, malgré ça, c'est quand même des gens que j'ai eu du bon temps avec, que j'appréciais beaucoup. Oui, je grandissais pas dans ce groupe-là parce que je passais à travers une situation que je pouvais pas communiquer avec eux. Mais c'était pas pour dire que je voulais avoir cette sorte de relation parce que j'étais en rage contre eux, puis on était en conflit, puis quoi que ce soit. Il y a des gens les gens avec qui j'ai eu le conflit, je les ai contactés après. On s'est excusé, on s'est parlé à un certain niveau, puis au moins on a fini sur des bons termes, mais je me suis dissocié de ce groupe-là au complet. Puis jusqu'à présent, j'ai aucune rage, aucune animosité ou quoi que ce soit contre eux. On était jeunes, on était des jeunes hommes, tu sais, avec le testostérone au fond, et on voulait pas, on était les produits de notre environnement parce que les hommes, on est forts puis on montre pas d'émotion. Fait, je peux pas vraiment les blâmer, mais c'est juste que j'avais besoin de m'éloigner de ce groupe-là. Et maintenant, étant à retourner à l'église, je me suis fait des nouvelles connexions, de nouveaux amis, et avec des gens avec qui je suis devenu beaucoup plus proche, et des gens avec qui maintenant qui sont rendus mon cercle d'amis aujourd'hui. Fait que ça a été une autre affaire, changer l'environnement. On reste
des fois dans un environnement par loyauté à des gens, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais si c'est rendu au point où on grandit plus, ou si c'est rendu au point où dans ce groupe d'amis-là, si je peux pas approcher une personne puis dire ça va pas, j'ai besoin de parler, puis que ça peut se faire sans se juger ou sans que plus tard, c'est les informations sensibles que tu as données à cette personne-là dans un moment de vulnérabilité deviennent un running gag contre toi. Je dirais de penser à changer d'environnement. C'est le temps de changer d'environnement et aller quelque part où est-ce que vous allez être accepté, où est-ce que vous allez pouvoir grandir. Et des fois, c'est dur parce que c'est des amitiés de 5, 10, 15, 20, 30 ans. Mais à un moment donné, tu vas réaliser que dans ta vie, tu fais du surplace, puis les gens avec qui tu es sont comme... Pas qu'ils sont comme un boulon qui t'empêche de t'envoler, mais tu restes là, puis vous faites du surplace ensemble. Puis c'est peut-être mieux pour toi de t'éloigner. Le plus que tu peux le faire, avec une diplomatie, sans froisser personne et en restant en bon terme, faites-le. Changez de cercle. La loyauté, c'est bien beau, mais vous devez être loyal à vous-même aussi. Alors, dans tout ça, j'ai changé de cercle d'amis. J'ai appris à être vulnérable. Et il y a eu le moment où est-ce que j'ai pris la décision d'aller en thérapie. La thérapie, j'étais rendu à un point où est-ce que je commençais à avoir des bons moments, mais j'avais autant, si c'était des grosses montagnes russes. Fait que j'ai passé du moment creux de ma dépression où est-ce que tout était noir. Ensuite, apprendre à être vulnérable, changer de cercle d'amis où est-ce que la lumière commençait à arriver. Et ensuite, la thérapie a juste, on va dire, accéléré le pas vers la lumière au bout du tunnel, où est-ce que en quelques sessions, le thérapeute que j'avais m'a fait comprendre que je suis un adulte, mais que le petit garçon en dedans de moi qui a été blessé par le divorce de mes parents, qui s'est senti abandonné ou seul pendant une période de temps, pendant le divorce de mes parents, qui vivait dans une maison pleine de personnes, mais qui étaient beaucoup plus vieux que lui. Alors, il n'avait pas vraiment d'affinité avec ces gens-là et on avait vraiment une relation familiale de base. Mais moi, je voulais plus, mais j'avais personne de mon âge pour, disons, pouvoir m'exprimer, grandir avec. Fait que j'étais dans une période pendant ma jeunesse où est-ce que, puis étant le plus jeune, tu dois respecter tous tes aînés. Fait que, maintenant tu regardes la télé, ou tu veux faire quelque chose, puis un aîné veut faire quelque chose, ben, l'aîné a le dessus sur toi. Fait que ça, c'est une autre affaire parce que je sentais que j'avais pas le droit. J'avais aucun droit de parole. Je peux comprendre que c'est pas l'intention que les gens avaient, mais moi, étant déjà brisé par le divorce de mes parents, où est-ce que je me sentais rejeté, on va dire, pendant cette période-là, mais ça c'est venu compliquer les choses. Alors, pendant cette période-là, c'est ça fait que le thérapeute m'a fait comprendre que il y a beaucoup de traumas ou de choses qui m'ont affecté dans ma jeunesse, que le petit garçon en moi est encore en train de chercher à avoir une certaine validation, à avoir une certaine voix, à guérir de ces choses-là, à guérir de toutes les mauvaises langues, mauvaises personnes qui ont dit des mauvaises choses sur moi par rapport à mon teint, par rapport à mon poids, par rapport à quoi que ce soit qui a été dit sur moi pour me rabaisser. Le fait que j'avais cette confiance, ce manque de confiance et manque d'estime, ça m'a vraiment fait comprendre que il est temps que je m'accepte et que je m'aime comme je suis premièrement, et que
comprendre que les circonstances de la vie sont pas tous de ma faute. C'est pas toutes de ma faute. C'est pas moi qui est responsable du divorce de mes parents. C'est pas moi qui est responsable de tous les échecs que j'ai eus. Il y a des circonstances qui ont fait en sorte que, tu sais, oui, tu as fait des erreurs, mais tu n'es pas une erreur toi-même. Ça m'a permis à apprendre à me pardonner moi-même. Me pardonner d'avoir mal géré mes finances. Me pardonner d'avoir embarqué dans des relations que peut-être j'aurais pas dû. Faire confiance à des gens que j'aurais pas dû. Me pardonner de plein de choses que je m'étais blâmé pour qui n'étaient pas nécessairement ma faute. À partir de là, j'ai cherché avec mon nouveau cercle d'amis, les gens que j'avais autour de moi maintenant, j'ai cherché à voir leur opinion de moi. Oui, ça faisait encore partie j'ai besoin de validation, de savoir qu'est-ce que les gens veulent comprendre de moi, mais en même temps, cet exercice-là m'a permis de voir que les gens que j'avais autour de moi maintenant avaient une plus haute estime de moi-même que moi j'avais de moi-même. J'ai eu des compliments à propos du style de caractère de personne que je suis, à quel point que j'étais une bonne personne, à quel point que ils appréciaient ma présence. Mais tu sais, c'est toutes des choses que dans le fond, c'est comme si je pensais pas que j'étais une mauvaise personne, mais je pensais pas que j'étais la meilleure personne au monde non plus. Je me disais, j'étais juste normal. Mais voir comprendre, voir et entendre les commentaires que les gens disaient à propos de moi, c'est un exercice que j'ai vraiment fait là, comme de manière, je me souviens plus si c'était le thérapeute qui m'avait demandé ça, ou il avait dit quelque chose dans le sens que, tu te vois avec un miroir brisé, mais que les gens ne me voient pas comme ça. Fait que j'ai décidé de me demander qu'est-ce que les gens pensent de moi vraiment. Et vraiment, ça a été encourageant de voir que les gens avaient une autre estime de moi quand même. Et à partir de là, j'ai essayé de rebâtir l'estime de moi-même en me disant, mais si les gens me voient comme ça, pourquoi moi, je me vois pas comme ça? La thérapie m'a permis, à travers certains exercices, certaines conversations que j'ai avec mon thérapeute, m'a permis de voir d'où provenait mon manque d'estime, qu'est-ce qui a causé tout ça, et de rebâtir par rapport à ça. Rebâtir mon estime, rebâtir ma confiance, et reprendre ma vie spirituelle en main m'a permis aussi de connaître ma valeur en Christ, ma valeur en Dieu. Tout ça a fait en sorte que maintenant, ce que je pensais de moi commençait à changer. J'ai commencé à reprendre l'estime de moi-même. J'ai commencé à me faire un peu plus confiance, avoir un peu plus de confiance en moi et avoir le cercle d'amis que j'ai présentement qui me valorise pour qui je suis et avec qui je suis capable d'avoir des vraies conversations, être capable d'accepter de l'aide, être capable d'être vulnérable, être capable d'avoir quelqu'un qui me regarde, qui me dit, écoute, tu as fait telle chose, mais voici ce que je te conseille, quoi que ce soit, sans que ça devienne une blague, sans que je devienne la risée du groupe. Avoir des gens avec qui je peux m'asseoir et leur dire, écoute, je me sens de telle façon par rapport à telle situation, puis juste avoir la personne m'écouter et m'aider et m'épauler, m'accompagner à travers mes différents combats de la vie, ça fait toute une différence, ce qui fait en sorte que à partir du moment où est-ce que j'ai compris certaines choses, certains déclencheurs, on va dire, de mon manque de confiance, mon manque d'estime et des choses qui me mettaient dans un état d'âme triste ou qui m'affectaient, mais j'ai pu travailler là-dessus et vraiment, encore là, spirituellement, pour moi,
connaître la parole, juste avoir une relation avec Dieu a vraiment changé comment je me voyais, comment j'ai commencé à accepter qui je suis et j'ai vraiment pris le temps de apprendre à me connaître, apprendre à me connaître en Christ, apprendre à me connaître et voir que les choses que je voyais en moi, que j'avais décidé de me dire, mais non, t'es peut-être pas aussi bon que tu le penses, t'es peut-être pas une aussi bonne personne que tu es. Et les choses que les gens commençaient à dire par rapport à moi, les mots d'encouragement que j'avais par rapport à qui j'étais, ma personne, ben ces choses-là commençaient à surpasser mes pensées négatives. J'ai arrêté de me mettre en doute. J'ai arrêté de dire que je valais rien. Et à partir de là, la confiance en moi a vraiment shifté à un niveau où est-ce que maintenant, je peux dire que je suis pas parfait, mais que j'aime ma personne. J'aime la personne que je suis. J'ai passé peut-être plus d'une vingtaine, peut-être même une trentaine d'années à ne pas aimer la personne que je voyais dans le miroir. Parce que, en grandissant, on m'a rabaissé pendant longtemps, qui fait en sorte que je croyais que j'avais pas une valeur. La thérapie m'a aidé à bien gérer mes émotions, à mieux gérer mes émotions, à pouvoir arrêter le petit hamster dans ma tête là qui commençait à tourner quand je pensais trop, à arrêter la roue pour dire ok, non, stop. Là, je pense trop, j'analyse trop. Des fois, quand tu es une personne qui pense trop, qui analyse trop, tu penses à des affaires qui sont même pas vraies. Tu te mets des scénarios dans ta tête qui n'arriveront jamais. Oui, ça peut passer proche de la réalité sur certaines choses. On va dire que, tu as eu une discussion avec une personne. Là, tu vas penser que la personne est fâchée contre toi. Puis peut-être que la personne est vraiment fâchée contre toi. Mais quelqu'un qui pense trop va analyser le tout. Puis là, tu vas commencer à te dire, ah, mais là, elle est fâchée contre moi. Elle va sûrement essayer de faire une campagne de salissement. Puis elle va essayer de parler mal de moi. Peut-être révéler certains de mes secrets. Et là, ça va t'amener un stress inutile dans ta vie. Et j'ai remarqué que j'étais quelqu'un qui était anxieux depuis la tendre enfance. J'avais peur de m'exprimer. Non seulement j'étais pas capable et je voulais pas, mais quand je devais le faire, j'étais incapable. C'est comme si je gelais. J'étais incapable de m'exprimer. Et même, j'ai vu ça en grandissant dans mon adolescence, mon jeune adulte. L'anxiété est en moi depuis la jeunesse parce que j'avais toujours peur du pire depuis le divorce de mes parents. Et maintenant, ça se transformait dans ma vie de tous les jours quand je devais entreprendre des projets, prendre des décisions. Je mettais en doute tout parce que j'avais tellement peur d'échouer que je me disais, oh mais non, si je fais ça, j'échoue. Ah, si je fais ça, je suis pas capable. Fait que, dans le fond, je finissais par rien faire. L'anxiété me paralysait. Alors, la thérapie m'a aidé à vraiment déconstruire toutes ces mythes dans ma tête que je m'étais mis à propos de moi-même. Je suis retourné en thérapie encore l'année passée. Je vivais une situation et j'étais en arrêt de travail pendant un certain temps et je suis retourné en thérapie parce que j'avais besoin de cela, j'avais besoin d'un reset de ok, mais là ça va pas, puis je me sens pas bien mentalement, je recommence à me sentir lourd le matin quand je dois me lever, le travail commence à être pénible. Alors je suis retourné là-bas et là c'est là que j'ai compris à quel point que mon niveau d'anxiété était élevé et que je devais déconstruire ça. Je devais prendre toutes les pensées qui est en train de cogiter dans ma tête et me dire ok, mais peut-être que là, je vais trop loin dans mes pensées. Revenons à ce qui est vrai. Revenons aux faits. Aller en thérapie m'a permis de faire une prise de conscience par rapport à comment
j'échouais déjà quelque chose avant même de l'entreprendre parce que je m'étais déjà mis des barrières dans ma tête. Je m'étais déjà mis des barrières dans ma tête que, ben, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est peut-être trop, t'es peut-être pas capable. Oh, tu dois peut-être chercher tes informations, ça va peut-être prendre trop de temps. Toutes ces choses faisaient en sorte que je comment on dit, c'est quoi l'expression? Je faisais de l'auto-sabotage dans tous mes projets en général. La thérapie m'a aidé à vraiment prendre conscience que, écoute là, fie-toi sur que tu as devant toi, fais un pas à la fois, donne-toi la chance de réussir. Ça m'a permis aussi de comprendre que il y a certains traumas que je devais soigner. Je devais revisiter le jeune homme en moi, l'enfant, le petit garçon en moi, faire la paix avec lui et l'aider à lui-même faire la paix avec des traumas qu'il avait vécus, mais que j'ai vécu. La dépression, je peux dire que officiellement, j'ai commencé à moins me sentir dépressif 2017, justement après une de mes premières séances avec un psychothérapeute. La première prise de conscience que j'ai eue, qui m'a permis de revisiter mon enfance, comprendre d'où venaient certains traumas et de faire la paix avec mon passé. L'année passée, ça a plus été de l'anxiété. J'avais beaucoup de choses qui s'étaient arrivées. Un mariage, un enfant, l'achat d'une maison, la gestion de tout ça ensemble faisait en sorte que j'étais vraiment... j'avais encore des parties en moi qui doutaient de mes capacités sur certaines choses. Et c'est là que j'ai compris que oui, 2017, j'ai guéri à un certain niveau, j'ai eu une certaine confiance en moi, j'ai eu une certaine estime, mais que il y avait peut-être un plafond au niveau où je suis arrivé et qu'il est temps que je passe à un autre niveau. La raison pour laquelle je suis retourné en thérapie pour revoir tout cela. Ma vie spirituelle m'a beaucoup aidé. Non seulement ça m'a permis de rencontrer une communauté chrétienne qui m'a vraiment épaulé à travers certaines situations que j'ai vécues dans les dernières années, mais vraiment aussi m'a donné des ailes pour grandir sur d'autres points. Ma famille maintenant, surtout avec ma sœur, avec qui je suis très proche, on est capable d'avoir certaines conversations par rapport à nos traumas, des choses qui sont arrivées dans nos vies, qui nous ont affectés, puis qu'on n'avait pas compris à quel point qu'ils nous avaient affectés. C'est des conversations que je suis capable d'avoir maintenant avec mes frères, mes sœurs, que dans le passé, je m'étais dit c'est impossible parce qu'ils vont juste me juger. Et peut-être qu'un peu plus jeune, ils l'auraient fait parce que eux autres même passaient à travers des situations. Mais maintenant, on est tout rendu à un point où est-ce qu'on est en train de guérir de toutes ces hauts et ces bas-là qu'on est passé dans la vie. Et notre bien-être mental est devenu une priorité. J'ai fait un résumé, on va dire, un peu plus d'une heure, là, mais un résumé de mon combat avec la dépression. Et pour de vrai, il y a tellement plus que j'aurais pu dire, mais je me suis vraiment concentré sur ce qui était le plus important. Et maintenant de réaliser que le nombre d'hommes qui passent à travers la même chose que j'ai vécu, mais que eux ne vont pas chercher de l'aide, n'ont pas de personne à qui parler. On regarde le nombre de suicides qui arrivent,
les statistiques nous disent qu'au Canada, il y a 3 fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Dans le monde, je crois que c'est environ 2,4 fois plus d'hommes, 2,5% plus d'hommes qui se suicident que les femmes. Je fais cela, mon podcast et tout le projet qui vient avec. Je fais cela pour aider des hommes qui passent à travers ce que j'ai vécu et qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, qui pensent que leur vie est finie, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent chercher de l'aide mais ont peur d'être jugés, ont peur d'être mal compris. Je veux encourager un homme à faire le saut, que ce soit en thérapie, que ce soit avec quelqu'un de confiance. Si, comme moi, vous êtes quelqu'un qui va à l'église, qui a une communauté chrétienne autour, cherchez-vous un leader. Il y a un ami pasteur que j'ai pendant une période de temps. C'est pas le pasteur de mon église, c'est un ami pasteur que je connais depuis un certain temps. Des fois, j'allais le voir et j'avais des conversations avec lui et il m'aidait. Il m'a beaucoup aidé. Je pense que je lui ai pas assez dit et je vais me faire une mission de le faire, mais il m'a beaucoup aidé, beaucoup épaulé pendant une période de ma vie où est-ce que je me recherchais, où est-ce que j'étais en train de faire une prise de conscience et je posais des questions, j'ai été chercher de l'aide, j'ai accepté d'être vulnérable avec cet ami pasteur-là parce que j'étais rendu au point où est-ce que j'étais comme, ok, j'étais vulnérable avec une personne, ça a aidé. J'apprenais à être vulnérable avec des gens de mon entourage parce que j'étais tanné d'être à faire du surplace mentalement. Je voulais aller mieux. Je voulais vraiment m'épanouir en tant qu'homme. Et j'ai été chercher de l'aide. J'ai été chercher des conseils. Il était comme un coach pour moi. C'était un pasteur, mais il était comme un coach de vie pour moi pendant un certain temps. Et je veux encourager quelqu'un à chercher un coach, que ce soit un coach PNL, que ce soit un psychothérapeute, un coach de vie. Allez chercher de l'aide. Il y a de l'aide dehors pour les hommes, pour les femmes aussi. Il y a de l'aide pour tout le monde. Psychologiquement, il y a de l'aide partout. Mais nous, les hommes, puisqu'on n'aime pas parler, puisqu'on veut tout garder à l'intérieur parce qu'on est capable, on pense être capable, on gère ça en compactant tout à l'intérieur. Malheureusement, il y en a qui finissent par éclater, passer au suicide, passer à la violence, être violent constamment, sombrer dans la consommation d'alcool, de drogue ou quoi que ce soit. Je veux encourager un homme. Si j'ai été capable de m'en sortir, vous êtes capable de le faire aussi. Si j'ai été capable d'être vulnérable et chercher de l'aide et trouver quelqu'un à qui parler, vous êtes capable aussi. Je veux vraiment que les hommes apprennent à mieux se gérer émotionnellement. Je veux vraiment que les hommes apprennent à avoir une vision pour leur vie. Je veux vraiment que les hommes apprennent à vraiment prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux. C'est correct de pas aller bien. C'est normal pour un homme des fois de pas aller bien. Tu as un enfant, tu as un emploi. Des fois, tu as une charge lourde sur tes épaules. Tu vis une situation difficile, tu vis un divorce, une séparation. Tu es en combat à la justice pour voir tes enfants. Tu payes une pension à la mère de tes enfants, mais elle refuse de te donner l'accès à tes enfants. Tu n'arrives pas à savoir quoi faire de ta vie. Tu essayes emploi après emploi, tu vas à l'école, tu essaies des affaires, tu n'arrives pas, tu tournes en rond, tu te décourages parce que tu penses que tu n'iras jamais loin dans ta vie. Je veux te dire que tu peux aller où tu veux si tu prends le temps de demander de l'aide. Prendre le temps de faire une prise de conscience, de regarder à l'intérieur de toi-même. Regarder s'il y a des choses qui reviennent souvent
des traumas qui reviennent souvent, des blocages qui reviennent souvent, et prendre le temps d'analyser cela et trouver un moyen d'aller consulter pour t'aider à surmonter les difficultés de la vie. Tu n'es pas obligé de devenir un alcoolique. Tu n'es pas obligé de consommer des drogues fortes ou quoi que ce soit pour fuir à ta réalité. Tu peux prendre contrôle de ta réalité et faire de ta vie ce que tu veux qu'elle soit. Fais confiance en toi. Apprends à te connaître. Pardonne-toi de tes erreurs et reprends le contrôle de ta vie. Sur ces mots, c'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions, s'il y a un homme qui écoute cet épisode et qui se dit « Moi aussi, je veux m'en sortir », n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas à m'envoyer un message sur une de mes plateformes, sur les médias sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram, État-d'Homme par en bas podcast. Je peux, comme je vous ai dit, je suis pas un expert en santé mentale, mais je suis toujours prêt à écouter et t'aider à te diriger vers l'aide que tu as besoin. C'est ce que je veux faire avec ce podcast. Je veux aider les hommes à se relever. Je veux aider les hommes à vraiment avoir le meilleur bien-être possible et être la meilleure version d'eux-mêmes. Partagez, aimez, commentez, suivez-moi sur les plateformes, abonnez-vous sur ma page. Encore une fois, merci et on se voit au prochain épisode.